En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. À une époque, tout le monde voulait du diesel. Désormais, tout le monde veut de l'hybride. Mais de l'hybride ou de l'hybride rechargeable? Quels sont les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché? Et puis, à quel tarif? Est-ce que ça coûte cher, une hybride? Eh bien, toutes ces questions, on y répond tout de suite dans En route pour demain. Et sur ce plateau, je suis ravie d'accueillir Alexandre Marian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé au cabinet Alix Partners. Alors, votre spécialité, c'est l'automobile. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Julien Bonnet. Bonjour, Julien. Bonjour, Pauline. Journaliste automobile BFM Business. Merci de nous accompagner aussi, comme chaque semaine, pour décrypter tous ces changements sur l'automobile, sur la mobilité. D'ailleurs, je te laisse prendre la main, Julien. Les hybrides, ça représente quoi en termes de vente aujourd'hui en France ? On est sur une véritable tendance. D'ailleurs, je voulais partir du continent européen où finalement, sur le début d'année, on est à 42,6% quand même dans les ventes de voitures neuves des hybrides. On y reviendra après. Il y a plusieurs familles dans cette grande catégorie. Juste pour se rendre compte, l'essence derrière, c'est 30%. Les véhicules électriques, 15%. Et le diesel en Europe, finalement, il est juste sous les 10%. Et en France, on a presque une tendance encore plus forte. Si on regarde l'ensemble de l'année 2024, je trouvais ça intéressant pour justement avoir une année pleine. On a les hybrides qui sont quand même à 43%. Encore une fois, devant l'essence à 30%. Le diesel, 7%. Donc là, on est carrément descendu bien en dessous des 10%. Les véhicules électriques à 17%. Et cette tendance, en fait, elle s'est accélérée sur le début d'année. Donc là, si on regarde les chiffres de janvier à mars 2025 que nous ont donné Data, donc le fournisseur de données, on est quasiment, c'est ce que tu disais, à une vente de voitures neuves sur deux, 49,7%. L'essence a encore baissé à 24%. Le diesel, on est carrément au plus bas historique, on est à 4,4%. Plus personne n'achète vraiment de diesel en France. Et le véhicule électrique à 18% environ. Donc non, vraiment une grosse tendance actuelle. Alors, une vente sur deux depuis le début de l'année en France, c'est une voiture hybride. Mais alors, il y a hybride et même encore hybride. Alors, Julien, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de technologiquement parlant? Qu'est-ce que c'est une voiture hybride et quelles sont les différentes technologies? Oui, complètement, sachant qu'en plus, cette disparité, on va la retrouver dans les ventes. Ce qui est frappant, c'est que finalement, il y a deux catégories qui ressortent. Il y a le full hybride. Donc, je vais vous expliquer après ce que c'est, mais on va dire que j'ai repris volontairement l'appellation anglaise parce que c'est celle qui est retenue par la PFA, la plateforme automobile, dans ses statistiques. Mais on parle aussi, on va dire, d'hybride non rechargeable, d'hybride auto-rechargeable. Je vous raconte ça juste après. Là, on était à 47% dans cette grande famille de l'hybride. Donc, on voit que c'est quand même la plus populaire. Juste derrière, quand même, il y a l'hybride léger. Donc même chose, je vais expliquer juste après ce que c'est, 44%, et l'hybride rechargeable qui est quand même pas négligeable, qui est à 9%. Donc je vous fais le petite revue de la famille. Donc dans le full hybride, en fait, c'est la technologie de base qui a été, on va dire, popularisée par Toyota à la fin des années 90 et reprise par d'autres marques depuis. Donc on peut citer par exemple Renault ou Hyundai. Et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, vous allez avoir une conduite 100% électrique à basse vitesse surtout. Et qui va accompagner le moteur. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est que la motorisation électrique, même si vous avez une petite batterie et un système électrique, elle va quand même pouvoir animer les roues. C'est la principale, finalement, différence avec l'autre catégorie dont je vous parlais, l'hybride léger, où là, finalement, on va avoir un système électrique, mais qui est vraiment, on va dire, le niveau 1 de l'hybridation. C'est de l'appoint, en fait. C'est plutôt de l'appoint, et là, finalement, ça ne va pas directement pouvoir propulser le véhicule. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir de l'assistance, de la relance à l'accélération, par exemple. Et le côté quand même vertueux de ces deux technologies, donc full hybride, auto-rechargeable, non rechargeable, c'est comme vous préférez, ou hybride léger, où finalement, les deux constats, c'est qu'on va diminuer la consommation, d'autant plus avec l'hybride classique qui peut animer les roues, où là, certains constructeurs peuvent remettre jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, et pour l'avoir testé, c'est assez réaliste, en fait. Et le fait de ne pas avoir à la brancher, donc agréable, parce que finalement, c'est tout le temps le véhicule, lors de ses phases de décélération, qui va récupérer comme ça de l'énergie pour la restituer à l'accélération. Donc il y a un côté vertueux finalement quand on reprend après une voiture essence classique, on est un peu frustré quand on décélère parce qu'on se dit mince, il y a toute cette énergie que je perds. Et c'est différent par rapport à l'hybride rechargeable où là justement il va quand même falloir que je la branche à un moment. Voilà, c'est toute la nuance. C'est l'hybride rechargeable, donc qui lui va avoir en fait un système électrique assez complet qui permet finalement d'avoir le meilleur des deux mondes. On dit souvent, c'est-à-dire une partie thermique, je peux faire mes longs trajets, le véhicule normalement il est construit pour fonctionner uniquement avec cette partie thermique, mais également, et c'est recommandé pour les trajets du quotidien, une partie 100% électrique où là je vais avoir 50 km,
80 maintenant, voire plus, 100. Certains proposent des autonomies un peu plus grandes. Donc une motorisation qu'on retrouve plutôt chez les constructeurs premium, hein, vu les prix proposés, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et j'ai pris comme exemple le dernier BMW X3 hein, qu'on a essayé dans Route pour demain assez récemment, donc vous pouvez retrouver facilement. Et là, on a un moteur 2 litres essence 4 cylindres, 190 chevaux, qui est associé à un moteur électrique de 184 chevaux, et les deux associés permettent de disposer de 299 chevaux. Donc en gros, vous avez une voiture hybride avec les deux moteurs qui est très puissante, mais qui peut complètement se débrouiller, on va dire, au quotidien avec 80 km d'autonomie, 184 chevaux en électrique, en transmission intégrale. Donc et pour introduire le fait que c'est quand même assez cher, à partir de 72 000 € quand même, sur ce BMW X3, mais encore une fois, qui est un véhicule premium. Et en petit bonus, je voulais quand même teaser un futur épisode d'En route pour demain, parce qu'on a aussi, c'est pas vraiment de l'hybride, mais quelque chose qui va être amené à se populariser sûrement cette année, les véhicules électriques avec prolongateur d'autonomie qui reviennent un petit peu, où là, on va avoir une voiture électrique et une partie thermique, mais qui va uniquement servir à recharger la batterie. Voilà, c'était une petite parenthèse hors sujet, parce que ça rentre pas dans ces catégories-là. Enfin, mais c'est finalement une autre sorte d'hybride, et je pense que Alexandre Marion, vous nous éclairerez un peu plus tard dans cette émission sur cette question-là. Je me tourne d'ailleurs vers vous. On le voit, hein, les hybrides, ils ont pris une place finalement extrêmement importante en très peu de temps sur notre marché. Comment on explique justement qu'ils sont devenus les best-sellers, et que finalement aujourd'hui, quand on vient nous voir avec Julien et qu'on nous dit qu'est-ce que j'achète comme voiture, est-ce que j'achèterais pas une hybride? C'est vraiment les stars du marché. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que en fait, l'hybride, encore une fois, ça a été lancé par Toyota au début des années 2000. Personne n'y croyait, hein, tout le monde disait que ça allait pas marcher. Et puis, ça a été un carton. Ça a été un carton aux États-Unis, faut quand même se le dire, et parce que ça réduit de manière notable la consommation. Or, à l'époque, c'était important aux États-Unis, c'était un sujet d'économie. Aujourd'hui, on est dans un cadre plutôt de décarbonation, et donc toutes les solutions possibles et imaginables sont en train d'être recherchées pour réduire la consommation, pour limiter les émissions de carbone. Pendant longtemps, ces 5 dernières années, on disait en Europe, la solution unique ou la solution privilégiée, parce que c'est la seule qui permet de faire zéro émission, c'est le véhicule électrique à batterie. Donc on a subventionné le véhicule électrique à batterie qui coûte beaucoup plus cher qu'un véhicule thermique tout seul parce qu'il faut rajouter une batterie, hein, tout simplement. Et donc on encourageait beaucoup avec de fortes subventions les utilisateurs à passer au véhicule électrique à batterie. On avait aussi des subventions sur les véhicules hybrides rechargeables, sachant qu'ils ne rencontraient pas leur public, ou en tout cas les utilisateurs étaient frustrés parce que c'était surtout les flottes qui les achetaient pour avoir des subventions. Mais l'utilisateur ne les rechargeait pas, et donc en gros, il se chargeait un poids mort de 100 à 200 kilos qui conduisait sur du thermique tout le temps, et donc c'était vraiment pas... beaucoup de critiques d'ailleurs contre ces véhicules, justement de faux véhicules verts où on ne les utilise pas à bon escient. On surconsomme en plus avec le poids de la batterie, donc ça peut Exactement. aller à et en l'encontre de fait, l'objectif. depuis 2 ans, du fait de la baisse des subventions, du fait du stop rapide en Allemagne, mais aussi d'une baisse importante en France, les hybrides, c'est une solution qui est quand même un bon compromis à la fois économique et en termes de coût d'achat, parce que ça coûte un petit peu plus cher, mais ça ne coûte pas le prix de la batterie de la voiture électrique, ouais. Exactement. Et puis, donc, l'aspect aussi décarbonation, bien pour l'environnement. Donc, on voit que toutes ces solutions, et je pense que c'est vraiment important de le dire, parce qu'on pense qu'il y a une seule solution qui va résoudre tous nos problèmes. On voit qu'il y a une panoplie de solutions qui est en train de se trouver sa place sur le marché en fonction des utilisateurs, en fonction des usages. Et c'est plutôt une bonne chose. Et je voudrais juste terminer par dire qu'en Chine, ils n'ont pas tout à fait les mêmes appellations que nous, hein. Ils ont la notion de New Energy Vehicle et la notion de véhicule thermique. Les hybrides simples ou auto-rechargeables sont plutôt des véhicules thermiques. Ouais. Les hybrides, alors à la fois rechargeables, et les range extenders, donc l'autre véhicule dont on parlait, dont on pourra parler un peu plus tard, et les véhicules électriques à batterie font partie des New Energy Véhicules. Et ceux-là, on a une plaque d'immatriculation tout de suite en Chine, alors qu'il faut quelques mois, voire presque une année maintenant, pour avoir une plaque d'immatriculation pour un véhicule thermique en Chine. Vous êtes en train d'esquisser un peu une carte du monde de l'hybride, justement. C'est pas simplement un phénomène franco-français ou européen, c'est finalement aux États-Unis aussi, l'hybride ça a une importance, en Asie aussi, l'hybride ça a une importance. Exactement. Alors, aux États-Unis, on pense que le véhicule électrique à batterie va mettre beaucoup plus de temps
à se développer et que juste le plug-in hybride, notamment du fait des usages des particuliers qui font beaucoup plus de longs trajets et qui ont aussi des maisons individuelles, pourraient se développer plus, donc les hybrides rechargeables, qu'en Europe, où c'est quand même assez contraignant et c'est assez lourd. Et ça a du sens, comme vous l'avez dit, les hybrides rechargeables aussi pour des voitures qui sont plus grosses. En Europe, on est plutôt un marché de petites voitures, donc ça a du sens de trouver le bon équilibre. Et puis, alors juste un dernier point aussi, je pense que c'est important de le noter. Quand on dit il y a une catégorie d'hybrides rechargeables, une catégorie d'hybrides, il faut encore se plonger un peu plus dans le dossier parce qu'il y a la partie l'autonomie électrique, l'autonomie thermique. Et entre une voiture qui est capable de faire 100 km sur une batterie et 400 km en thermique, ou exactement l'inverse, un prolongateur d'autonomie, ça peut être 300-400 km en batterie et 100 km en thermique. Ce pas les mêmes usages, ce pas les mêmes solutions pour l'utilisateur final. Si on regarde, en Europe, on est très concentré sur cet objectif de 2035 et l'interdiction de la vente de véhicules qui produiront des émissions de CO2. Il y a quand même toute une bataille actuellement des constructeurs pour dire mais on pourrait intégrer les hybrides rechargeables parce que c'est une solution pour assouplir le dispositif, ou finalement est-ce qu'on ne pourrait pas aussi associer les hybrides parce que si on regarde le cycle de vie complet, finalement c'est peut-être plus vertueux que l'électrique si on prend l'extraction de la batterie. Ça fait sens selon vous ces débats? Est-ce qu'on a un peu voulu évacuer l'hybride comme une situation un peu transitoire, alors qu'en fait, ça pourrait être une vraie solution à nos problèmes d'émissions de CO2 ? Alors, si on veut viser le zéro émission, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de prendre un véhicule électrique à batterie. En revanche, on est dans une transition, et une transition, il faut accompagner les utilisateurs. Et donc, toutes ces solutions-là qui nous amènent vers 2035, ou peut-être même après, sont des bonnes approches pour aller jusque-là. On ne peut pas décréter ça, et d'ailleurs on n'a pas eu, lorsqu'on a décidé en 2035 le zéro émission, parce que fondamentalement c'est pas les véhicules électriques à batterie qu'on a décidé, c'est le fait de dire qu'on avait des véhicules qui n'émettaient plus de CO2. On a vraiment besoin d'accompagner les utilisateurs pour pas les laisser sur le bord de la route, c'est le cas de le dire. Et donc, j'ai un peu envie de prendre une image à une certaine époque. Une des options qui se vendait le mieux sur un véhicule, sur les scéniques, c'était l'option des 2 places arrière, des 7 places. Parce que c'était quelque chose qui était au cas où. Et en fait, beaucoup de gens achetaient l'option, la payaient d'ailleurs avec beaucoup de... Enfin, c'était assez cher, ces options-là. De mémoire, c'était plus de 2 000 à 5 000 euros. Hein. Et donc, beaucoup de gens la prenaient au cas où, mais ils l'utilisaient jamais dans le cycle de vie. Et on pourrait tout à fait imaginer que les gens essayent le prolongateur d'autonomie ou les hybrides rechargeables, se forcent ou sont bien formés à se brancher, à utiliser la version électrique de la voiture pour finalement avoir moins cette anxiété à ne pas avoir autant d'autonomie qu'ils n'avaient avant, ou que se rendre compte qu'en fait, la plupart de leurs usages sont couverts et peut-être de temps en temps, ils émettront du CO2, par exemple avec un prolongateur d'autonomie. Vous avez tracé une carte à la fois géographique et technologique de ce que représente l'hybride. Dans la deuxième partie de cette émission, on va passer aussi aux constructeurs. Julien nous en parlait. Bon, bien sûr, on ne peut pas parler d'hybride sans parler de Toyota. Il y a Renault aussi qui est une place de plus en plus importante. Justement, Alexandre, quels sont les champions, les groupes qui, eux, sont vraiment ces champions de l'hybride aujourd'hui? Alors, il y a à la fois beaucoup de groupes qui se sont focalisés ou qui ont une expertise très particulière sur un des 2 types d'hybrides dont on parlait avant. Hein. On peut citer en effet Toyota sur les hybrides simples, qui est le précurseur qui a vraiment une longueur d'avance. Cela étant dit, on peut parler de Renault. La technologie tech qui est vraiment très intéressante, avec plus d'une dizaine de façons d'utiliser ou de recharger la voiture. C'est pour les ingénieurs, c'est vraiment très plaisant, mais je peux vous assurer que pour les utilisateurs, je pense que c'est aussi très plaisant. Il y a beaucoup de marques japonaises qui s'intéressent au sujet des véhicules hybrides et qui développent ça, et on peut penser à Honda notamment. Et puis, les Américains, ils ont aussi leur approche sur les véhicules électriques, sur les hybrides rechargeables. Je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer les constructeurs chinois qui développent une offre de véhicules électriques à batterie, mais maintenant que les barrières européennes sur les véhicules électriques à batterie arrivent, ils se posent la question de quel type d'offre, et notamment des New Energy Vehicles, donc des véhicules électriques rechargeables, des hybrides rechargeables, à offrir. Donc il y a vraiment... tout le monde y réfléchit, hein, sans aucun doute. Il y en a qui ont pris une longueur d'avance, mais le jeu reste encore très ouvert, que ce soit en Allemagne, en France, en Chine, au Japon ou aux États-Unis.
Ouais, je rebondis sur ce que dit Alexandre, mais finalement, l'exemple auquel on pense, c'est bien sûr MG, hein, qui s'est lancé en Europe avec la MG4 notamment, la voiture 100% électrique, qui a connu un grand succès. 1er janvier 2024, ils perdent l'accès au bonus parce que score environnemental, et donc on va dire ça exclut basiquement la plupart des voitures produites hors d'Europe. Et là, finalement, ce qu'on voit émerger dans les ventes, et nous, l'essai qu'on avait fait l'an dernier, il était assez intéressant, de la MG3, donc qui propose cette technologie hybride qui est maintenant proposée sur un SUV à des tarifs assez compétitifs en plus par rapport aux champions. Hein. Donc, vous l'avez dit, bien sûr, sur l'hybride classique, mais je peux reprendre un peu les top modèles, on va dire, du début d'année. Donc, on a un trio sur le podium, hein, la Clio, qui marche vraiment fort hein, sur cette motorisation hybride qui va contribuer quand même à avoir ce comportement, comme je disais, très électrique en urbain ou en tout cas sur les trajets du quotidien, mais cette capacité de polyvalence avec la partie thermique. Le Toyota Yaris Cross, hein, dont on a visité en plus l'usine l'an dernier de Valenciennes, donc un véhicule certes japonais mais made in France, et le Renault Captur hein, qui a aussi ce côté polyvalence du petit SUV, le Renault Symbiose aussi hein, qu'on ne connaît pas très bien parce que ça rajoute un nouveau nom dans la gamme Renault qui maintenant commence à avoir pas mal d'entrées, mais qui finalement se positionne basiquement entre Captur et un Austral, donc on va dire un compromis plus familial qu'un Captur qui est peut-être un peu petit pour une famille, moins grand qu'un Renault Austral. Donc là, on voit totalement la domination Toyota-Renault sur la partie hybride classique. Sur les PHEV, donc un peu les plus... hybrides rechargeables, les hybrides rechargeables, oui. Alors donc, je le rappelle, hein, PHEV, c'est l'acronyme anglais, PHEV, on devrait dire même, pour Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Et je ne l'avais pas dit pour hybride léger, c'est MHEV pour Mild Hybrid. Voilà, comme ça, on a toutes comme les ça, explications. Au quiz dimanche en famille, si on vous parle d'hybride, vous aurez vous toutes les réponses possibles. Complet. Et là, sur le PHEV, on a un trio Volkswagen Tiguan, BMW X3, BMW X1. Donc, encore une fois, on voit que... Plutôt des marques allemandes, du coup, sur ces technologies plus chères. Voilà, c'est ça. Et sur le MHEV, hein, on voit que Stellantis, c'est son pari un petit peu. Hein. On en reparlera après, parce que c'est du mild hybride, mais qui, pour moi, offre quand même des compromis en termes de consommation qui sont très bons. Donc, et on en revient à ce que vous disiez, Alexandre, qui est très intéressant, sur le fait qu'il faut bien regarder, une fois qu'on vous a défini comme ça ces grandes familles, après, il faut regarder la puissance du moteur, les différentes autonomies, les différentes capacités. Au sein de ces familles, il y a encore des grandes disparités. Et là, le trio, hein, c'est simple, c'est 100% Peugeot, 2008, 3008, 208, avec cette motorisation qu'ils appellent hybride. Et c'est pour ça que c'était un point que je voulais aborder aussi. C'est la confusion en termes de dénomination. Impossible de s'y retrouver en fait juste en prenant l'appellation commerciale qui des fois s'appelle hybride alors que c'est de l'hybride léger. Sur les hybrides rechargeables, chacun a un peu sa petite formule marketing plus ou moins bien trouvée. Donc bien penser à regarder en détail ce qu'est la technologie, parce qu'on peut des fois penser acheter quelque chose, et sur un véhicule c'est quand même un investissement important, donc être bien au courant de ce qu'on achète pour après bien sûr adapter l'usage. Julien, tu me fais ma transition idéale pour la fin de cette émission. On va plutôt parler nouveaux modèles et justement ce qui nous attend cette année comme nouveauté importante dans l'hybride. Mais Alexandre, finalement, vous nous en parliez tout à l'heure, en termes de tarifs, ça coûte plus cher un hybride, ça reste quand même accessible. C'est quoi la gamme de prix? Alors je vous allez me dire que ça dépend de la technologie, mais ça dépend de la technologie et de la taille du véhicule en fait, parce que fondamentalement, et c'est intéressant de voir toutes les offres qui sont proposées. Fondamentalement, je pense qu'avant tout, la technologie doit être proposée par rapport à la taille du véhicule et l'utilisation qu'on en fait. Une citadine, une Clio, l'intérêt c'est quand même de beaucoup plus conduire, on va dire dans Paris ou en agglomération, que d'aller faire de la route. Et donc par conséquent, on peut retrouver des véhicules qui peuvent être entre je vais dire 18 à 25 000 euros dans ces gammes-là. Voilà, donc ça c'est pour la partie hybride. Hybride rechargeable, là on est sur plus de batteries, deux moteurs qui sont quand même assez puissants. On commence à rentrer sur et puis des véhicules plus grands. C'est là où c'est très difficile de bien comprendre qu'est-ce qui coûte dans la partie moteur, qu'est-ce qui coûte dans la partie véhicule. Mais on va dire qu'on s'attend à des véhicules plutôt au-dessus de 25 000 euros, jusqu'à 35 000, voire si on a les véhicules premium, alors là, ça peut monter beaucoup plus haut. Et puis des véhicules électriques à batterie, on le voit. Vous avez la Renault 5 et la C3 qui se positionnent plutôt. Alors j'enlève les bonus parce que c'est toujours compliqué de prendre ça. Mais et puis on ne sait pas combien de temps ça dure, donc il vaut mieux ne pas les prendre en compte, mais on est pareil, c'est des véhicules qui coûtent 25 à 35 000 euros pour ces petits véhicules qui sont très utiles en ville. Puis si on a les gros véhicules électriques, vous pouvez vous retrouver avec des véhicules qui peuvent aller jusqu'à 50 60 000 euros. Julien, justement, qu'est-ce qu'on attend comme nouveauté cette année du côté des hybrides
comme nouveau modèle? Alors, il y a le Bigster dont je voulais parler, parce que le nouveau modèle Dacia qu'on a testé récemment dans En route pour demain, justement. Un essai à retrouver sur notre site, si vous ne l'avez pas vu. Voilà, et qui se positionne justement assez fort, on parlait prix, donc je trouvais que Dacia, c'était justement la bonne transition. Eux, leur message, c'est de proposer ce Bigster, donc on va dire un grand Duster en version hybride, à partir de 30 000 €. Donc là, il démarre assez fort parce que finalement, j'ai repris un peu les prix de la catégorie. Et c'est vrai que sur des modèles concurrents, par exemple, un Renault Captur, on est déjà à 30 000 €, mais le Bigster est plus grand. Le MG ZS, c'est peut-être l'entrée de gamme SUV comme ça. Ils arrivent à proposer quand même un SUV hybride à 23 000 €. Et MG, encore une fois, sur l'hybride rechargeable, on trouve quand même des prix assez élevés. Et là, ils offrent quand même un SUV à 38 000 €. Mais encore une fois, un modèle, on va dire, relativement bas de gamme par rapport aux concurrents premium qui, eux, sont largement, souvent au-dessus des 50 000 €. Et l'autre modèle dont je voulais parler, c'est le retour un peu d'un pionnier de l'hybride rechargeable, le Mitsubishi Outlander, qui a démarré cette motorisation en 2014, j'ai vérifié avant de descendre, avec déjà à l'époque 50 km d'autonomie. Donc finalement, on avait quand même déjà cette base, il y a plus de 10 ans, du discours un peu sur l'hybride rechargeable avec le meilleur des deux mondes. Moi, le discours en plus que j'ai, j'en profite pour faire cette petite parenthèse, c'est qu'en général, les gens qui choisissent l'hybride rechargeable, c'est des gens qui sont presque prêts à passer à l'électrique, mais ils ont quand même une petite réticence. Ils disent, oula, ça me fait peur, je vais pas pouvoir me charger. Mais qu'en fait, une bonne partie des clients, une fois qu'ils se sont habitués à l'électrique avec cette autonomie même réduite, ils se disent, mais pourquoi je suis pas passé à l'électrique? Parce que finalement, c'est pas si compliqué de se brancher tous les soirs ou une fois par semaine chez moi, ça dépend des cas d'usage encore une fois. Et sur un long trajet, c'est tellement ponctuel que, allez, je suis prêt à tenter l'aventure. Et encore une fois, on le rappelle, en France, on a quand même un très bon réseau de bornes de recharge. Donc, ça rassure quand même sur les trajets à longue distance. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Je voulais terminer avec une question un peu provoque, puisque ça fait quand même pratiquement plus de 20 minutes qu'on parle d'hybride. Mais Alexandre, est-ce que ça fait encore sens de parler d'hybride quand on voit que finalement, de nombreuses voitures à moteur essence, elles ont même un tout petit peu d'hybride, un tout petit peu d'électrification qui fait que finalement, ce n'est pas des voitures 100% thermiques? C'est une très bonne question. Je pense que absolument, oui, ça fait du sens. Et je pense qu'en plus de ça, il va falloir éduquer et accompagner l'utilisateur final pour qu'il comprenne que comment est-ce qu'il peut faire cette transition vers des véhicules décarbonés le mieux possible en ayant une bonne compréhension de ce que ça veut dire. Je pense que la démonstration que vous nous avez faite, c'est que c'est très compliqué et personne ne comprend vraiment rien aux différentes appellations. Il va falloir qu'on fasse un travail tous pour mieux le comprendre et faire cette décarbonation, parce qu'un véhicule hybride bien utilisé, ça permet quand même de réduire énormément la consommation d'essence. Oui, et puis pour terminer, moi je voudrais dire que on voit le malus qui se durcit d'année en année, donc de toute façon cette hybridation au minimum légère, elle va s'imposer parce que plus personne peut accepter de payer même 200, voire des milliers d'euros bien sûr supplémentaires sur une simple petite voiture thermique. Et on voit que maintenant, même les modèles hybrides légers, voire full hybride, peuvent être touchés par ce malus avec des niveaux de CO2 qui baissent d'année en année. Donc je pense que oui, cet effort pédagogique, mais qui de toute façon sera un peu incité par les autorités avec ces niveaux de CO2 à respecter qui sont de plus en plus bas d'année en année. Oui, et puis aussi la question du malus au poids qui désormais touche les hybrides rechargeables, donc les plus grands modèles qui sont beaucoup plus lourds et qui finalement veulent aussi être soumis à cette surtaxe et donc poser aussi question aux utilisateurs de choisir ou non ce type de motorisation. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alexandre Marian, on le rappelle, directeur associé chez Alix Partners, votre spécialité l'automobile. On vous retrouve régulièrement avec nous pour décrypter tous ces changements sur le marché. Et puis Julien Bonnet, merci beaucoup d'avoir été avec nous, journaliste automobile BFM Business, qu'on retrouve à la fois sur BFM TV, sur BFM Business, tous les articles aussi sur notre site internet et puis bien sûr l'émission que vous retrouvez sur notre chaîne Tech & Co. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. On se retrouve tous les week-ends sur BFM Business et puis aussi tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. À la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.